Et voilà, vous l'attendiez pas, vous l'avez pas demandé, et pourtant elle est là, ma vidéo prédiction foot pour 2026. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La première de 2026, ça y est, on est lancé. Bon, on espère tenir jusqu'à la fin de l'année, hein, on verra. Bon, l'idée à travers ça, c'est aussi de pouvoir parler de ce qui va se passer sur l'année 2026. Il y a quand même du lourd qui arrive, donc voilà, c'est pas mal, je pense, d'aborder tout ça. Et puis d'établir un premier jet de la situation en janvier 2026 et comment je vois les choses. Et forcément de pouvoir comparer à la fin de l'année. Même si, bon, je pense que cette comparaison sera pas forcément très avantageuse. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Bon, là, sur les prédictions, il y aura un peu de tout. Il y aura un peu de mauvaise foi aussi, forcément. Parce qu'il y a forcément des sujets où j'ai envie que ça se déroule comme ça, mais ce sera pas forcément le cas. Et puis, il y a aussi d'autres sujets sur lesquels c'est plutôt ce que je ressens. C'est pas forcément ce que j'ai envie. Mais bon, c'est comme ça. On verra. Notamment la France à la Coupe du Monde. J'ai un mauvais pressentiment. Bon, bah, installez-vous confortablement au camp du foot. Et puis, on y va, on se lance. Bon, premier sujet, on va aborder un peu l'OL, hein, quand même, je suis obligé. L'arrivée d'Hendrick, bon, c'est quand même un gros événement. C'est quand même un truc qui va être très scruté à la fois par les Lyonnais, mais à la fois aussi par tous les Brésiliens, par toute la Ligue 1, par beaucoup de monde, franchement. Et ouais, il y a un petit suspense là-dessus, parce que il y a un gros enjeu pour Hendrick. Il y a un gros enjeu forcément pour le Real Madrid, parce qu'il faut pouvoir donner du temps de jeu à sa pépite, et puis le relancer, et potentiellement qu'il revienne au Real avec une chance de... pas d'être titulaire, parce que bon, Mbappé, voilà, mais pourquoi pas d'être associé ou j'en sais rien, mais en tout cas de revenir avec un statut différent de le statut qu'il a eu là sur la première partie de saison, où globalement il a eu une centaine de minutes de jouer. Et puis pour l'OL, c'est déterminant aussi parce que il y avait personne en attaque. Il y avait Satriano, mais bon, on voit bien que c'était quand même assez limité. Donc là, l'idée, c'est de relancer un peu le secteur offensif et surtout de faire une deuxième partie de saison qui soit beaucoup plus intéressante, avec, pour moi, des objectifs qui vont être légèrement modifiés quand même, parce que la situation n'est pas la même qu'en début de saison. Donc là, il va falloir aller chercher potentiellement peut-être des places Coupe d'Europe, top 4. Donc on verra. Mais en tout cas, sur le prêt d'Hendrick, bon, je vais choquer personne en disant ça, mais je pense qu'il va être vraiment réussi. Je pense que Hendrick va vraiment remplir le contrat. Déjà, en termes de temps de jeu, c'est quasi sûr qu'il aura une vingtaine de matchs à jouer là, sur les 5 prochains mois. Donc vraiment, il va pouvoir se montrer. En Ligue Europa, il y a tout ce qu'il faut pour aller un peu plus loin. Déjà, en termes d'adversité, c'est pas la folie quand même. Je pense que c'est une des saisons globalement où la difficulté en Europa League est la plus faible depuis assez longtemps. Alors il y a Aston Villa, qui a pas fait non plus une première partie de saison de folie en Europa League, mais en tout cas en Première Ligue qui est vraiment présent, qui se relance. Donc peut-être qu'ils vont bien finir en tout cas la phase de Ligue. Et surtout, je pense qu'ils vont être quand même un des principaux dangers sur la phase à élimination directe. Mais si l'OL reste vraiment dans les deux premières positions, il n'y a pas de raison qu'ils les rencontrent très tôt dans la compétition. Donc a priori, pour moi, l'OL peut vraiment aller loin dans cette Europa League. Et avec Hendrick, avec potentiellement l'arrivée d'un milieu de terrain, de une ou deux recrues, je pense à Noah Narté, mais vraiment, moi, j'ai envie de le voir du côté de l'OL. Pour moi, l'OL va faire partie des favoris, là. Et c'est vraiment une année sur laquelle tu peux aller viser le titre. Hein. Franchement, tu peux aller viser le titre. Ça fait bizarre de dire ça, parce que évidemment, les finales pour l'Olympique Lyonnais, il n'y en a pas eu beaucoup jusque-là, en Coupe d'Europe. Mais là, il y a vraiment, je trouve, une place, et surtout avec l'expérience qu'on a eue l'an dernier avec Manchester United, etc. Je pense que tu peux capitaliser là-dessus. Et ouais, vraiment, pour moi, l'objectif, ça va être de gagner le titre. Parce que surtout, c'est peut-être l'option la plus rapide pour avoir une qualification en Coupe d'Europe, et notamment en Ligue des Champions, surtout. Parce que la Ligue 1, cette année, c'est quand même sacrément serré. Et il y a un peu, je pense que ça va être un peu plus dur d'aller accrocher le top 4. Bon, top 5, on y est déjà, je pense que ça va être vraiment envisageable. Top 4, par contre, il faut se faire une place. Ça va pas être si facile. Maintenant, maintenant que tu as eu Hendrick, il faut aller chercher plus haut. Donc de toute façon, c'est forcément le top 4. Et ça va vraiment changer des choses d'un point de vue financier. Donc c'est ultra important. Maintenant, Hendrick, voilà, juste le petit bémol que je peux mettre, c'est les stats qu'a avancé notamment l'équipe sur ces derniers mois là au Real Madrid. Il était le deuxième joueur derrière Vinicius à rater le plus de passes. En termes de tirs, c'était celui qui tentait le plus de tirs, avec 5,4 tirs par match. Donc voilà, il tente beaucoup, il rate pas mal, et surtout, il passe pas énormément. Donc après, dans un autre contexte, à Lyon, qui s'inscrit dans un collectif, je pense qu'il va avoir un rôle différent. Ça ne voudra pas forcément dire grand-chose, mais c'est un peu le bémol que je peux mettre, c'est attention à ça. Bon, la deuxième prédiction, j'ai commencé à en parler un petit peu, mais c'est sur la Ligue 1. Moi, je vois une Ligue 1 très serrée jusqu'au bout. Et je vois même, je pense, un champion qui se dessine pas avant 3 journées de la fin. Vraiment, là, je pense que cette saison, elle est super intéressante déjà, depuis le début. Ça, c'est quand même le feu. À la mi-octobre, il y avait, je crois,
6 équipes qui se tenaient en 2 points. C'était une première depuis 2010-2011. C'est quand même une période 2010-2011 où on a eu des champions différents chaque année pendant plusieurs saisons. Donc ça montrait quand même que voilà, il y avait vraiment de l'adversité et le niveau était quand même assez serré. Et là, je trouve que sur cette saison, on a à peu près la même chose. Bon, même là, à la mi-saison, hein, c'est encore serré. Entre le PSG et Lens, il y a 1 point. Le podium, il est assez serré. Entre même le podium et la 6e place, il y a 2 points. Entre Rennes et l'OM. Donc ouais, vraiment, c'est une saison où c'est assez serré. Et là, sur la deuxième partie de saison, bah, le PSG, pour moi, clairement, ils vont se mettre en ordre de marche. Là, la première partie de saison, c'était un peu compliqué avec la grosse saison qu'ils ont eue, avec la Coupe du Monde des clubs, etc. Il n'y a pas eu vraiment de pause. Donc voilà, il fallait que Luis Enrique manage un peu l'équipe, gère un peu forcément les formes de chacun, remettre chacun un peu en rythme. Il y a eu des blessures en plus, évidemment. Bon, ça, c'était forcément à prédire. Hein, il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais du coup, ça fait que bah, sur la première partie de saison, on peut pas dire qu'on a vu le PSG de la saison dernière. Et je pense qu'ils vont se remettre en ordre de marche là sur la deuxième partie de saison. À voir si ça va vraiment prendre aussi bien que l'an dernier. Mais en tout cas, je pense que clairement, voilà, ils vont revenir dans le game. Et pour autant, bah, je pense que Lens, moi, va s'accrocher. Lens, je trouve que là, sur la saison qu'ils font, ouais, il y a un peu tout pour t'annoncer la saison typique à la Montpellier, à la Lens même il y a quelques saisons, à la Leicester, pas forcément pour gagner le titre, mais en tout cas pour être vraiment au coude à coude jusqu'à la fin de la saison. Et ouais, là, ils ont terminé champion d'automne. Globalement, champion d'automne, ça t'assure pas le titre final, ça c'est évident. Mais en tout cas, ça t'assure quand même globalement de ne pas perdre le rythme et d'être européen à la fin de la saison. On a vu sur les dernières stats, sur les dernières saisons que bah, le champion d'automne, globalement, il était toujours européen à la fin de la saison et il était quand même pas loin de la première place. Donc je pense que Lens, ils vont faire un peu cette saison, tu sais, la saison où tout réussit, où même les matchs où tu galères, finalement, tu gagnes 1-0, où ouais, ça passe à chaque fois et tu finis par te dire l'essentiel c'est de gagner, on continue, voilà, on est vraiment sur une bonne lancée et t'es porté un peu par la dynamique et par le collectif, etc. Donc je pense que Lens, ça va faire ça. Je pense qu'on est parti sur une saison comme ça. Et donc, bah, ça va jouer un peu au coude à coude avec le PSG. Et faut pas oublier l'OM, parce que l'OM, pour moi, vraiment, là, tu as une équipe de l'OM cette année. Ils n'ont pas tout à fait la première partie de saison que j'attendais, parce qu'avec l'effectif qu'ils ont cette année, il y a une profondeur de banc qui est assez impressionnante. Il y a un effectif en termes de qualité qui est quand même super intéressant. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a le coach des Herbiers aussi voilà, qui a tout ce qu'il faut pour réussir. En plus, ils sont quand même toujours bien placés là en championnat. Je pense que l'OM, faut vraiment pas les oublier et ils vont avoir un rythme très intéressant. Je les vois même faire un rythme peut-être un peu plus poussé que sur la première partie de saison. Et donc tout ça pour dire que je pense que ouais, ça va être serré et je vois bien les trois se détacher progressivement ou en tout cas ne pas se lâcher, ça c'est plutôt sûr. Et après, bah, ça va quand même être serré sur les places européennes de toute façon avec Lyon, avec Lille, avec potentiellement Monaco qui peut revenir. Et Rennes, bah Rennes, faut voir jusqu'où ils peuvent aller, mais franchement, ouais, c'est intéressant. C'est une saison vraiment qui est franchement captivante à regarder. Ça fait kiffer, ça fait du bien. Moi, le championnat de Ligue 1, je le vois pas se boucler avant au moins 3 journées de la fin, quoi. Donc, j'espère que j'aurai raison, parce que ça voudrait dire qu'on aura vécu une saison quand même super kiffante. Et bah, moi, j'ai envie de voir ça. Hein. Bon, pour la troisième prédiction, on va parler un peu de Cherki. Bon, là, c'est un peu une prédiction kiff, mais en même temps, franchement, j'y crois vraiment. Je le vois terminer meilleur passeur de Première Ligue, voilà, peut-être dans l'équipe type de Première Ligue, et surtout top 30 Ballon d'Or. Je pense qu'il va vraiment intégrer cette saison, parce que bah, voilà, il y a un gap qui a été franchi là, entre Lyon et Manchester City, et il est vraiment en train de bien se passer. C'est vraiment en train de prendre. C'est en train de prendre avec Guardiola. Il y a une relation de confiance qui est en train de s'instaurer. On sent que Guardiola l'a vraiment pris sous son aile, que Cherki, il écoute énormément Guardiola, que de toute façon, c'est un coach qu'il estimait déjà avant de venir. Donc voilà, la relation, elle se passe vraiment bien. Il y a un petit jeu de qui aime bien châtie bien, parce que voilà, Guardiola, il essaye aussi de lui faire garder les pieds sur terre, et donc il lui apporte de la confiance, mais en même temps, il le critique un petit peu en zone mixte de temps en temps, notamment des matchs où voilà, il trouve qu'après une passe D, après un but, il s'éteint un petit peu. Donc voilà, il essaye de le driver un peu là-dessus, mais je trouve que vraiment la relation elle est super saine. Il prend progressivement de l'épaisseur dans l'effectif, il est en train de devenir vraiment un titulaire du 11 de City. Et ça, c'est vraiment kiffant. Bon, là, il est meilleur passeur de Première Ligue actuellement. Il a joué 1 mois et demi de moins que Fernandez, qui est à égalité avec lui, parce que voilà, il a raté 1 mois et demi de compétition. Donc ouais, franchement, il est sur un rythme vraiment impressionnant. Fin décembre, il était décisif toutes les 69 minutes de jeu. Voilà, petit clin d'œil, mais 6 buts, 9 passes D. Et ouais, franchement, et puis en plus, il n'y a pas que ça. Il y a dans le jeu, je trouve, quand tu vois City jouer, bah, tu vois qu'il apporte vraiment des occasions dangereuses. D'ailleurs, bon, Haaland va falloir commencer à les mettre au fond, parce qu'il y a un nombre de passes clés qui sont envoyées par Cherki à Haaland
qu'ils finissent pas au fond, bah tu te dis qu'en fait il peut vraiment faire beaucoup plus que ça en termes de stats. Si jamais Haaland se réveille, bah, façon de parler, Haaland se réveille parce que bon, quand tu vois les stats d'Haaland cette saison, c'est quand même un truc monstrueux. Mais non, ouais, je trouve qu'il s'insère vraiment bien. Dans le jeu, vraiment, je trouve qu'il est, ouais, il est bien connecté à ses coéquipiers. Franchement, il est en train de faire une saison super cohérente. Et tu prends la première partie de saison, tu lui rajoutes 1 mois et demi de compétition parce qu'il était blessé. Tu la mets sur la deuxième partie de saison. Bah franchement, il est obligé de faire top 30 Ballon d'Or. Et même, ouais, franchement, même mieux que top 30, hein, faudra voir. Et ouais, en Première Ligue, moi je pense que vraiment, il va être dans les joueurs majeurs de Première Ligue. Est-ce que ça peut amener City à rattraper Arsenal et à vraiment passer devant et choper le titre? Faut voir. Faut voir. En tout cas, je pense qu'il peut vraiment porter City. Bon, il va falloir qu'il passe encore un palier, mais c'est vraiment en cours. Je trouve que la progression, elle est super intéressante. Il va intégrer l'équipe de France. Moi, pour moi, c'est sûr. À la Coupe du Monde, il est là. Même si, bon, certains, notamment à l'équipe du soir, expliquent qu'il aura jamais sa place en équipe de France pour la Coupe du Monde et que finalement, via son profil, ça le fera pas. Bon, moi, je pense que quand tu as un joueur comme ça, tu es obligé de le prendre. Et on verra bien. Mais bon, il sera à la Coupe du Monde, c'est sûr pour moi. Bon, quatrième prédiction, c'est Arsenal. Alors ça peut sembler facile pour certains, mais moi je les vois vraiment gagner le titre et rompre la malédiction cette saison en Première Ligue. Alors bon, je dis facile parce que actuellement ils ont 6 points d'avance sur City, je crois. Voilà, ils sont premiers depuis un bon moment. Ils font un début de saison vraiment canon. Surtout le tout début de la saison de Première Ligue, la défense d'Arsenal, c'était quand même assez impressionnant. Je crois qu'il y avait, je sais plus le nombre de tirs qu'il y avait sur Raya, mais il y avait vraiment quasiment rien. Ils avaient pris que 3 buts mi-octobre, donc vraiment ils étaient sur des stats assez impressionnantes. Là, ils en ont pris 14, mais quand bien même, voilà, ils étaient à moins d'1 but par match. Ils ont une défense super solide, ils ont un effectif qui est pléthorique. Là, le mercato qu'ils ont fait cet été, ils ont comblé tous les manques. Voilà, ils ont tous les postes qui sont doublés, voire même triplés. Il y a quand même des joueurs assez impressionnants à tous les postes. En attaque, Gyökeres, peut-être, c'est le point faible, parce que voilà, il n'est pas du tout sur la saison qu'on attendait de lui. Alors après, c'est aussi un peu logique, hein, parce que l'an dernier, on s'est hypé sur Gyökeres par rapport à ses stats surtout, et pas forcément par rapport à ce qu'il apporte dans le jeu. Et les stats, elles étaient forcément assez impressionnantes, parce que du côté du Sporting, au Portugal, bah, t'as peut-être un peu moins d'adversité qu'en Première Ligue. Là, il y a un peu la question de l'adaptation, ça met un peu du temps. Je pense que Gyökeres, c'est un atout pour Arsenal. Maintenant, ça sera peut-être pas l'atout clé, l'atout majeur, et ça sera peut-être pas le joueur qui portera vraiment l'attaque d'Arsenal. Enfin, c'est déjà toujours bien de l'avoir, je pense qu'il peut rendre des services. Et surtout, bon, il y a des joueurs quand même clés dans cette équipe. On pense à Gabriel, moi je pense à Zubimendi qui vraiment, voilà, il a apporté quelque chose à Arsenal depuis qu'il est arrivé là cet été. C'est super intéressant. Et ouais, je les vois en fait super stables. Et surtout, je les vois continuer sur cette dynamique toute la saison. Et donc, je les vois pas avoir de trou d'air comme ça peut être le cas, comme ça a pu être le cas sur certaines saisons précédentes, notamment vers mars-avril. Mais là, ouais, je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut pour enchaîner. On peut faire tourner l'équipe pour vraiment garder le rythme. Et ils ont l'air vraiment d'être déterminés cette saison. Arteta a l'air déterminé, l'équipe aussi a l'air vraiment déterminée. Je pense que ouais, cette saison, je le sens bien, c'est leur saison quoi sur la Première Ligue. Bon, ils ont une petite malédiction parce que ça fait quand même un moment qu'ils finissent champion d'automne et que derrière ils perdent le titre. Je pense que cette saison, ouais, ça sera la saison où ça changera, ouais, clairement. Pour autant, pour la prochaine prédiction qui est qui gagnera la Ligue des Champions, c'est pas forcément Arsenal que je vois en tant que champion. C'est pas forcément le PSG non plus, même si je pense qu'ils vont faire vraiment partie des 3 favoris avec le Bayern. Mais justement, c'est le Bayern. C'est le Bayern parce que je trouve que là, depuis le début de saison, ce qu'a mis en place Compagnie, ouais, ça tourne super bien, vraiment. Kane, il est en feu. Olysée, voilà, l'attaque Olysée, Kane, même Luis Diaz qui a apporté vraiment quelque chose depuis qu'il est arrivé cet été. Vraiment, il y a un lien super intéressant. Le collectif est hyper bien huilé. Le jeu de relationnisme, comme dit Willou, est vraiment, enfin ouais, il est au poil. Hein. Franchement, c'est assez impressionnant ce qu'ils nous font. C'est assez impressionnant ce qu'ils mettent en place là sur la saison. Et je trouve qu'ils sont, ouais, ils sont hyper fluides. Ils sont hyper fluides. Ils sont hyper cohérents. Il n'y a pas de faiblesse. Upamecano, il te fait une saison aussi, c'est un rock. Ouais, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Et je trouve sur la phase de ligue, là, ils ont été vraiment, vraiment impressionnants. Alors, il y a le match contre Arsenal, peut-être. Mais voilà, je pense que, en tout cas, en match à élimination directe, ils seront beaucoup plus impactants et beaucoup plus cliniques que pour l'être Arsenal. Donc, c'est pour ça que je mets plutôt le Bayern devant. Le PSG, en fait, moi, c'est simple. Je pense que le PSG fait partie des 3 favoris, c'est sûr. Je pense qu'ils iront très loin. Maintenant, j'ai un peu du mal pour le moment à voir vraiment la même chose que la saison dernière. Alors bon, il faut quand même se souvenir que la saison dernière, forcément, en début de saison, on critiquait pas mal Luis Enrique et puis
voilà, on les voyait pas du tout champions, et ils sont vraiment révélés sur la seconde partie de saison avec un jeu qui a été, franchement, spectaculaire et historique parce que, vraiment des équipes qui jouent comme ça, on n'en voit pas souvent et ça rappelait vraiment des grandes années, par exemple du Barça au début des années 2010, mais par contre, j'ai un peu du mal à me projeter cette saison sur, un PSG qui réussirait à reproduire vraiment le même jeu. Parce que je trouve qu'ils franchement, ils mettent du temps quand même à revenir. Voilà, après la grosse saison qu'ils ont eue l'année dernière avec la coupe du monde des clubs et cetera, il y a pas eu vraiment de coupure. Ouais, Désiré Doué là, il est bien relancé donc on verra, mais Kfara, je trouve que c'est quand même beaucoup moins impactant. Barcola, bon bah, voilà, je trouve que bon, c'est pas qu'on l'a perdu évidemment, mais il est quand même beaucoup moins intéressant que l'an dernier. Au milieu de terrain, je trouve, bah, voilà, ils ont pas encore beaucoup joué ensemble, hein, mais Neves, Vitinha, Ruiz, tu pas encore réussi à retrouver vraiment l'alchimie de la saison dernière. Bon, il y a Hakimi qui s'est blessé, qui est parti à la CAN et cetera. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de mouvements et je pense que, ils vont mettre plusieurs mois à vraiment, se remettre en place. Je sais pas si ça va pas être trop tard, pour vraiment réenclencher quelque chose et du coup, je les vois au moins en demi, c'est sûr. Mais, ouais, j'ai un petit ouais, j'ai un mauvais pressentiment. J'ai un mauvais pressentiment donc c'est le Bayern que je mettrai en tant que champion. Je pense que c'est les plus cohérents actuellement et donc, ouais, c'est vraiment eux que je vois au-dessus là, en ce moment. Bon, pour la sixième prédiction, j'avais prévu de parler de l'OL qui remporte l'Europa League, mais en fait, j'en ai déjà parlé avec Hendrik tout à l'heure. Donc, je vais peut-être changer. Je vais peut-être plutôt dire la loi Arsène Wenger, tiens. La loi Arsène Wenger, bah, je la vois passer déjà. Ça, c'est une première chose. Je pense que clairement, voilà, on n'aura pas trop notre mot à dire. Ça va passer. Et surtout, je pense qu'elle va être assimilée assez rapidement et que ouais, ça va pas nous choquer. Je pense que ça va pas nous choquer. En fait, ça change pas grand-chose parce que, alors oui, ça donne beaucoup plus l'avantage à l'attaquant, c'est sûr, parce qu'il peut être bien positionné beaucoup plus, devant le défenseur et du coup, le défenseur va devoir s'adapter, notamment dans le jeu défensif, dans, les pièges du hors-jeu et cetera. Ça va changer des choses. Et je pense que la question restera la même en fait, parce que on va simplement décaler, on va regarder les hors-jeux, donc ça va être est-ce qu'il est complètement devant ou est-ce qu'il est un tout petit peu devant? Ah non, il y a 3 centimètres de sa cheville en fait qui sont encore avec le défenseur, donc il est pas hors-jeu, etc. En fait, ça déplace juste le problème, mais on va toujours être à râler à la limite ah ouais, mais si c'est 2 centimètres, pourquoi c'est pas 6 centimètres, etc. Donc voilà, je pense que ça va changer quand même le jeu. Je sais pas si on verra vraiment plus de buts comme c'est quand même le but, hein. Hem, mais je pense que finalement, voilà, c'est un peu comme la VAR, bon même si la VAR, il y a quand même pas mal de choses à dire, mais ce que je veux dire, c'est que la loi va passer et en fait, voilà, ça ne devrait pas changer drastiquement, le foot, ça devrait pas changer drastiquement le jeu. Donc je pense qu'en fait, ça sera assimilé, assez progressivement, quoi. Quand bien même on peut ne pas être d'accord avec cette règle et que, ouais, c'est pas enfin, je trouve pas que ce soit la chose à faire dans la mesure où, il y a quand même plein d'autres problèmes et ça résoudrait pas grand-chose. Mais ouais, je pense qu'en fait, ça va passer et finalement, on va l'assimiler assez rapidement. Bon, septième prédiction, je veux parler un peu de Com. Parce que, bah, ouais, c'est quand même un projet, je trouve qui est, vraiment fascinant. Enfin bon, les dernières saisons là, c'est quand même un truc de fou ce projet qui est sorti un peu de terre, sorti un peu de l'eau plutôt, en quelques saisons avec les frères Artono là qui ont repris un peu le club et qui ont tout monté de A à Z avec Fabregas, avec Henry, enfin voilà. C'est un projet je trouve qui est vraiment, vraiment fascinant et là, depuis qu'ils sont remontés en Serie A, je trouve que vraiment le jeu qu'ils déploient, il y a des enfin même dans la stratégie, en fait, dans l'effectif qui est constitué, un mélange d'anciens et de jeunes. Voilà, la pépite Nico Paz, enfin voilà, il y a plein de choses à dire. Mais surtout, je trouve que c'est très, très cohérent. Ils fonctionnent par étapes, mais en même temps, ils sont très, très ambitieux. Et là, l'équipe cette année, elle est au coude à coude en fait avec les cadors du championnat, avec l'Inter, avec l'AC Milan, l'AS Roma, la Juve, voilà. Et en plus, ils ont un match de retard qu'ils vont jouer contre le Milan AC. Alors quand même, c'est un bon morceau, mais s'ils gagnent, ils peuvent rentrer directement dans le top 4 là. Donc en fait, ils sont vraiment dans la lutte pour les places européennes et même pour la Champions League. Et moi, je les vois se qualifier en Champions League. Je les vois se qualifier en Champions League, hein, franchement, je pense que c'est la suite du projet. Je pense qu'ils ont toutes les cartes avec voilà, le jeu collectif qui est déployé par Fabregas qui est super intéressant. Avec voilà, des vrais joueurs qui se révèlent, Jean Butès dans les cages. Bah forcément Nico Paz qui est en train de vraiment de faire une saison de malade en termes de buts, en termes de passes D, en termes d'importance dans le jeu. C'est un des meilleurs joueurs du championnat. Puis en plus, il est bien entouré en attaque avec Jesus Rodriguez et Douvikas. Donc vraiment, je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut. Voilà, Dacunia qui a été replacé en milieu de terrain, c'est aussi super intéressant. Bah, Cacré, forcément, en tant que Lyonnais qu'on suit,
Mais non, il y a une belle rotation. Et ouais, je trouve que c'est super cohérent. C'est surtout vachement captivant à suivre. T'as vraiment envie de. En fait, c'est aussi ça. Là, c'est une prédiction un peu coup de cœur parce que j'ai envie de les voir en Ligue des Champions, en fait. C'est un club, t'as envie de voir ça. T'as envie de voir des matchs de Ligue des Champions contre des grosses équipes dans ce stade-là qui est incroyable. T'as envie de voir ce cadre-là et t'as envie de voir le projet aller plus haut, quoi. Donc je pense que pour le coup, c'est pas non plus une prédiction coup de cœur, parce qu'il y a vraiment des raisons d'y croire et ils sont vraiment dans une position pour le faire. Donc ouais, on va suivre ça avec intérêt, mais en tout cas, ouais, ça promet. Bon, pour les dernières prédictions, on part sur la Coupe du Monde parce que ça va être forcément le gros événement de l'année 2026, la Coupe du Monde aux US. Et là, sur la Coupe du Monde, bon, la première chose déjà, ça va être le joueur de la Coupe du Monde. Pour moi, ça va être Pedri. Et ça va être Pedri pour plusieurs raisons, parce que déjà, forcément, l'Espagne, oh oui, ça va pas vous étonner, mais clairement pour moi c'est le gros favori de la Coupe du Monde. Voilà, ce qu'ils ont montré sur les dernières saisons, le jeu qu'ils déploient, ils sont au-dessus de toutes les autres sélections, je trouve. Ils ont vraiment une longueur d'avance. En plus, c'est ultra performant à tous les postes. Enfin bon, en attaque, au milieu de terrain, enfin vraiment, je trouve qu'ils ont une équipe qui est super impressionnante. Et surtout, il y a quand même des individualités qui sont voilà, hyper fortes. En tout cas en sélection, Nico Williams, Lamine Yamal, c'est hyper impressionnant. C'est des joueurs qui peuvent te débloquer n'importe quelle situation. Yamal, dans les grands matchs, globalement, il sait se débrouiller. Alors pas tous, hein, dernièrement il en a quand même raté quelques-uns, mais globalement il a quand même montré, que ce soit à l'Euro, que ce soit en Ligue des Champions, qu'il est capable d'être vraiment présent. Et puis Pedri, il est en lutte avec Vitinha pour être le meilleur joueur du monde. Alors Ballon d'Or, c'est autre chose, parce que il y a d'autres critères, et puis que voilà, il y a un vote, voilà, c'est autre chose. Mais en tout cas, là, actuellement, ouais, c'est peut-être pas le meilleur joueur du monde, parce que je trouve que Vitinha est un peu au-dessus. En tout cas, là, sur la première partie de saison, il était un peu au-dessus. Parce que le Barça aussi, avec quelques soucis, n'était pas forcément ultra performant. Je trouve que là, sur le début 2026, on retrouve vraiment le jeu flickien. On retrouve vraiment, de toute façon, il y a eu les retours, hein. Il y a eu Rafinha qui est revenu. Voilà, il y a des choses qui changent, mais on retrouve vraiment le Barça qu'on a vraiment kiffé en fin de saison dernière. Et ouais, c'est assez performant. Pour autant, je trouve que les problèmes défensifs sont toujours là. Donc je vois pas le Barça en Ligue des Champions faire un gros parcours comme la saison dernière. Je les vois plutôt sortir en quart. Mais en tout cas, en sélection avec l'Espagne, forcément l'Espagne va aller très loin. Et donc Pedri pour moi va porter la sélection. Avec peut-être Yamal, mais je sens Yamal un peu moins performant cette saison. Je vois vraiment Pedri au-dessus. Je pense que ça va être vraiment l'élément clé. Et donc, pour moi, ça va être assez logique. Ça va être le joueur de la compétition. À moins qu'il y ait vraiment un gros buteur qui explose, un Mbappé ou je sais pas, qui mette vraiment 8 buts ou 9 buts, etc. Sinon, pour moi, il a vraiment toutes ses chances. Et je le vois, en tout cas, meilleur joueur de la compétition. Je sais pas si l'Espagne gagnera. Mais lui, quand bien même l'Espagne arrive en finale, je pense qu'il est meilleur joueur, quoi. Et l'autre prédiction qui est un peu liée, c'est que la France, pour le coup, voilà, si je vois pas Mbappé meilleur joueur de la compétition, c'est qu'il y a une raison, c'est que je vois pas forcément la France faire une grande compète comme ils ont pu faire en 2022, en 2018, etc. Deschamps est sur la fin, il part après la Coupe du Monde. Il y a une dynamique, je trouve, dans l'équipe qui est pas si positive que ça. Il y a un milieu de terrain qui est assez faible. Enfin, voilà, il y a quand même des grands joueurs, mais en tout cas, en comparaison avec les autres sélections, il y a plein d'autres sélections, je trouve, qui ont des milieux de terrain plus puissants, plus performants que l'équipe de France. Et donc, je trouve que c'est un peu le truc qui peut pêcher dans une grande compétition. Bon, déjà, par exemple, je les vois peut-être finir deuxième du groupe. Je les vois peut-être finir deuxième du groupe. Je vois bien la Norvège passer devant. Et derrière, en fait, dès qu'ils vont rencontrer une sélection qui a un milieu de terrain plus performant qu'eux, je pense qu'ils vont passer à la trappe. Et c'est un peu le problème. Donc voilà, à voir. C'est pas forcément une prédiction que j'ai envie de voir réaliser, mais j'ai un mauvais pressentiment là-dessus. Je le sens pas. On verra. Et puis la dernière, là, c'est vraiment une prédiction que j'ai envie de voir se réaliser. C'est Neymar qui participera à la Coupe du Monde. Hein, ça, c'est... Bon, là, on est plus un peu dans le football fiction que vraiment la prédiction très argumentée, parce que voilà, il en est encore loin. On sait que c'est son objectif. Ancelotti attend, pour le coup, il attend de voir si ça sera possible. Il a re-signé à Santos pour se mettre dans les meilleures conditions, pour avoir un cadre dans lequel il peut vraiment se préparer pour la Coupe du Monde et retrouver du rythme. Il s'est fait opérer aussi en décembre du genou, justement pour ça, pour pouvoir anticiper et être prêt aussi pour la Coupe du Monde. Donc c'est une course contre la montre qui se joue. Je pense qu'il est ultra motivé, il a quand même 34 ans, donc ça va être sa dernière grande compète, c'est sûr, mais il peut potentiellement avoir un peu la niaque pour pouvoir se remettre.
Franchement, on en rêve tous, hein. Enfin, on en rêve tous. Là, la Coupe du monde 2026, tu auras la dernière de Ronaldo, la dernière de Messi, la dernière de Modric. Ouais, c'est une compète. Il faut que Neymar en fasse partie, quoi. C'est obligé. C'est obligé. Tu as envie de le revoir avec le Brésil. Tu pas envie que ça se termine comme ça. Et ça serait un peu le dernier barreau d'honneur. Je pense que c'est encore tout à fait possible. C'est vraiment jouable. Et en tout cas, il s'est donné un peu les moyens de pouvoir y rêver. Maintenant, de pouvoir concrétiser le truc, ça va être un peu plus compliqué. On va voir, mais ouais, on a tous envie de voir ça, hein. Franchement, enfin, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, j'ai envie de voir ça. Bon, voilà les gars, ma liste pour 2026. Vous me direz un peu ce que vous en pensez. J'ai hâte de voir tout ça. C'est des trucs que j'ai vraiment envie de suivre sur 2026. Bon, pour certains, en tout cas, j'espère qu'ils se concrétiseront. Pour d'autres, on verra. Mais voilà, vous me direz ce que vous en pensez un peu en commentaire. Dites-moi aussi, vous, ce que vous voyez en 2026. Quelle chose vous avez envie de voir se réaliser. Quels autres sujets vous avez peut-être un peu moins envie de voir se réaliser, mais en tout cas vous sentez que ça va se passer comme ça. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, à booster la vidéo aussi, à me soutenir, à liker, etc. Ça m'aide beaucoup, ça aide beaucoup à apporter de la visibilité à la chaîne et ça m'aide à grandir. Donc surtout, ouais, n'hésitez pas, on est encore très très nombreux à regarder les vidéos et à pas être abonnés. Bon, un petit coup de pouce, hein, ça fait du bien, donc n'hésitez pas franchement. Puis pour le reste, bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Allez, ciao!